On est actuellement à Antigua dans un petit café qu'on a trouvé somme toute au hasard complet. C'est la première journée qu'on passe au Guatemala et on est éclaté. Et on a d'ailleurs un peu peur puisque demain on part pour une ascension d'un volcan sur une rando classée difficile avec des conditions physiques finalement assez basses et très peu de sommeil au compteur. Du coup ça va être très galère. Papa, on avance trop vite. 11 novembre, date de l'armistice mais également de notre départ au Guatemala. Entre 20 heures de vol et 3 avions, on fait une escale aux États-Unis pour goûter les spécialités locales. Alors, avis sur ce burger? C'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Ça vaut pas 9$ quand même. On arrive enfin à Antigua et c'est ici que l'aventure commence. Antigua, c'est l'ancienne capitale du Guatemala et c'est le début de notre itinéraire. Cette ville colorée, entourée de volcans est sans conteste la plus belle du pays. Encore marquée par l'époque coloniale et les tremblements de terre, les habitations fleuries et les magnifiques cours intérieures côtoient les ruines d'un ancien temps. Loin de se laisser faire, c'est un endroit qui vit au rythme des fêtes, des mariages et d'une flopée de restaurants excellents. Mais le repos ne sera que de très courte durée. Ça va être très dur même. Je sais pas encore où on s'est lancé, mais là j'ai un ressenti 3h du matin alors qu'il est 20h. On est décalqué quoi. Car on s'apprête à monter l'Acatenango, l'un des 3 volcans qui entourent Antigua. Ce trek de 2 jours commence par une randonnée de 4h30 avec un dénivelé positif de 1300 mètres. Pour les plus téméraires et sportifs, on peut enchaîner avec l'ascension du Fuego, le volcan d'en face, qui rajoute 4 heures de marche dans des conditions extrêmes. 1000 mètres de dénivelé positif, 1000 mètres négatifs. Enfin, le lendemain, pour les fous furieux, on peut gravir ce qui reste de l'Acatenango pour voir le lever du soleil. L'effort promet d'être récompensé par une vue exceptionnelle. On y va sans savoir si on sera capable de le faire et on embarque pour la randonnée la plus dure de notre vie. Non. Étape 1, rejoindre l'agence avec laquelle on part. Étape 2, prendre des forces. Étape 3, préparer son sac. C'est super lourd. C'est vraiment très lourd. Tout le monde a des petits trucs orange comme ça. Voilà. Là-bas. Moi je porte quoi? 47 kilos. Pourquoi Maëva? Je t'explique. Parce que je vais porter ma caméra. Étape 4, louer du matériel. Étape plus compliquée que prévu puisque nos futurs co-randonneurs se sont jetés sur les vêtements comme si on était le premier jour du Black Friday. Du coup il reste que des trucs pas à ma taille. C'est horrible. C'est vrai qu'on dirait que je fais de la motocross. Et puis, c'est le départ. En tant que grand professionnel, on maîtrise notre équipement. Là on n'est pas parti, il y a un chien qui vient de pisser sur mon sac. On n'est pas parti encore. J'aurai donc à partir de ce moment-là un sac qui pue le pipi de chien. Voilà, ça donne le ton. Allez, on y va. Ça fait 1 heure qu'on est parti, malgré 50 milliards de marches. Ça va plutôt. Les bâtons nous sauvent la vie. Franchement, première fois que j'utilise des bâtons pour faire de la rando. Et cet objet est absolument essentiel. À de voir la suite, il nous reste 3 heures. Donc on a fait un petit quart quand même. Verdict, c'est dur, mais on fait les pauses au bon moment, donc ça va. On n'est pas si décalqué, mais on n'est qu'à la moitié. Et en fait, on doit entendre derrière un groupe d'Américains qui fait que gueuler. C'est insupportable. Insupportable. On s'arrête pas. Vraiment, il n'y a pas une seule pause. Je sais pas comment on va faire le cardio, on s'arrête jamais. C'est horrible, t'es là, t'as envie d'écouter les bruits de la nature, et t'as des mecs qui racontent des histoires pas intéressantes en hurlant juste derrière. C'est un peu compliqué. Ça va être très dur. Ça monte sec depuis des heures. Ça devient assez complexe. L'avantage, c'est qu'on a perdu les 3/4 du groupe, dont les Américains qui parlaient fort. Bref, ça va le faire, on va le faire. On va y arriver, on y croit. C'est super dur. Ça s'arrête pas de monter en fait. Le dénivelé, c'est un dénivelé malade. Ça s'arrête pas.
Puis enfin, on arrive au camp après 5 heures de marche. C'est le moment de décider si on veut tenter de monter le Fuego. Ça va, Maëva? L'ascension est nettement plus compliquée et les conditions météorologiques très mauvaises. Eh ben on va le faire, hein. On va monter au Fuego. Je pensais pas, hein. J'ai changé 14 fois d'avis, je pense, dans la montée. J'ai peur. La question c'est est-ce que genre on prend la grosse veste ou on part sur une polaire juste? Il faut d'abord descendre un volcan pour en remonter un autre. C'est extrêmement physique, mais on est récompensé par des paysages magnifiques. La météo empire, mais on garde espoir jusqu'à la dernière ligne droite. Mais rien, on est bloqué dans les nuages. Et il faut redescendre, de nuit, sous la pluie et dans un froid glacial. Je n'ai quasiment pas filmé tant les conditions étaient dures. On a dû s'arrêter parce que c'était trop dangereux de descendre. La pire en réalité, la mienne également. Mais c'est pas fini parce que là, on sait toujours pas si on va arriver en vie. Très vite, la nuit nous sépare tous et je finis la randonnée seule. Mais ce n'est pas fini, car perdu pour perdu, on décide de faire l'ascension de la Catenango le lendemain à 3h. On ira jusqu'au bout. Au bout de 10 minutes, les 3/4 du groupe abandonnent. Car à chaque pas, on glisse sur la lave. L'ascension est tellement raide que là aussi je ne peux pas filmer. On avance si lentement qu'il y a des embouteillages sur la fin. Puis on arrive au sommet, dans les nuages. La déception est terrible. Terrible. 2 fois qu'on monte, qu'on donne le maximum de nous-mêmes pour rien. Le goût de l'effort finalement. C'est dur là. Mais heureusement, la descente est beaucoup plus marrante. On glisse sur la lave pendant une 30aine de minutes. Alors oui, on a l'air complètement débile, mais c'est clairement la meilleure partie du trek. Et le ciel se dégage pour nous offrir une vue timide mais réconfortante. À peine arrivé au camp, on doit repartir. C'est la dernière partie uniquement de la descente, et malgré de superbes paysages, je vous avoue que je commence à lâcher. Je veux juste que ça s'arrête. C'est hyper dur de pas se casser la gueule. Et ça fait 2h30 qu'on descend. On l'a fait. Ça y est. J'ai appréhendé beaucoup et à raison finalement. À raison parce que c'était terriblement dur. Déjà la première partie de la rando était pas des plus simples. Mais bien sûr il a fallu que on décide également de faire l'ascension du Fuego. C'était de loin la randonnée la plus difficile que j'ai faite de ma courte vie. Mais de très loin. Mais en tout cas on peut être fiers parce que sur les 27 personnes qui nous ont accompagnés pendant ce trek, on n'a été que 4 à faire l'ascension des 2 volcans. Même si on n'a pas vu grand chose, voilà, c'est pas grave. Parfois il n'y a pas que l'arrivée qui compte, il y a aussi tout le trajet avant, toutes les galères, toute l'aventure. Moi perso je regrette rien. Tu regrettes quelque chose? Non. On l'a fait à fond. À fond, à fond, à fond. Tout ce qui était possible de faire, on l'a fait jusqu'au bout. Et rien que pour ça, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Après cette aventure, direction le lac Atitlan. Réputé comme étant le plus beau lac du monde, il s'est formé lors d'une éruption il y a plus de 80 000 ans. Laissez-moi vous dire que dès notre arrivée, on est sous le charme. On pose nos valises sur les hauteurs de Panarachel où la vue est à couper le souffle. Le lendemain matin, on se lève aux aurores car on va visiter le plus grand marché d'Amérique du Sud. Dans ce labyrinthe immense d'étals de toutes les couleurs, on fait le déplacement de très loin pour venir dans ce marché où on peut acheter de tout. Un vrai spectacle de sons, de parfums et même de goût. On terminera la visite par le cimetière local. Les couleurs des tombes contrastent particulièrement avec le gris bétonné de la ville plus bas. Bon, il est temps de retourner au lac Atitlan et de commencer à l'explorer. Et pour ça, quoi de mieux que de prendre le bateau? Le lac est entouré de villages où tradition se mêle au tourisme. On commence par San Juan La Laguna.
retour vers Panarachel en bateau est incroyable. J'ai l'impression d'être au début d'un film d'aventure avec des maisons dignes d'un James Bond. Là, on revient d'un massage. On se dit, faisons-nous plaisir après ce trek de 2 jours. On avait mal partout, ça fait 2 jours qu'on a du mal à marcher. Et d'ailleurs, le massage était exceptionnel. Et franchement, pas du tout de trop. Le seul truc, c'était que pendant le massage, juste à côté, il y avait des poulets qui se faisaient égorger. Les uns après les autres. C'était horrible. C'est-à-dire que, faut imaginer la scène, on se fait masser dans un moment détente avec une petite musique très sympathique. Et à côté, t'entends des poulets qui hurlent à la mort, qui voient leurs derniers instants de vie. Tu dis vraiment, waouh, je suis à côté d'une salle de mise à mort. Mais essayons de profiter de ce massage quand même. Retour à la maison par des routes des plus sécurisées. Donc on part pour une petite randonnée entre Santa Cruz et San Marcos. Sauf qu'on vient de lire que c'était assez dangereux, qu'il y avait eu des vols. Des gens qui se sont fait arrêter sur le chemin avec des mecs qui avaient des machettes et tout, et qui ont dû tout donner. Donc je pars uniquement accompagnée de mon téléphone portable et j'ai laissé mon appareil photo à la maison pour éviter tout souci. Et peut-être que j'aurai plus ce téléphone avant la fin de la journée. Donc on va prier pour que non. Et c'est parti. On passe la journée à explorer les alentours du lac qui rythme la vie des habitants depuis des millénaires. Perché à 1554 mètres au-dessus du niveau de la mer, je n'ai jamais vu un lac aussi splendide de ma vie. Au fil de la journée, le lac se couvre et on voit apparaître le fameux Chocomil, un vent qui doit son nom à une princesse maya qui viendrait souffler sur le lac pour retrouver son amour perdu. Ceci dit, faut s'accrocher parce que ça secoue un peu. Le lendemain, on reprend la route pour la 3e étape de notre voyage, Landkin. En partant de Panarachel, on se retrouve coincé dans un tournant parce que le bus est trop grand pour passer. Bref, Landkin c'est quoi? C'est un petit village paisible perdu au milieu de la jungle qu'il n'est pas facile de rejoindre. Le voyage de près de 11 heures avec une seule pause au milieu nous fait traverser la moitié du Guatemala sur des routes sinueuses. Mais les paysages sont complètement dingues. En arrivant à l'auberge, on tombe sur une petite surprise. J'ai jamais vu une araignée aussi grosse de ma vie. On retrouve notre nouvel ami le lendemain matin. L'araignée est toujours là. Activité, lavage de vêtements. Je me mets à gauche. Non, je me mets à gauche. Pour cette première journée à Landkin, on n'a aucune idée de quoi faire. On va donc explorer les alentours. En fait, nous, on va aller là. Par là, mais au milieu, il y a une rivière. Bon, super. Et il n'y a pas de pont, nulle part. Pas de pont. Bah, la nage, ça me paraît assez compliqué. Avec ton meilleur espagnol. Et qu'est-ce qu'on voit là? Un petit pont. Un petit pont. Et on va se faire écraser également. Bon, fausse alerte. Il est fermé. Est-ce qu'on peut vraiment traverser en fait? On fait alors la rencontre d'un guide de qualité, un chien prénommé Cacao qui va nous faire traverser, alors qu'en fait de l'autre côté c'était une propriété privée. À la fin, il ne voulait plus nous lâcher. En fin d'après-midi, direction un lieu des plus mystérieux, les grottes de Landkin. On les découvre à la lueur de nos flashs de téléphone. La grotte est très profonde et ultra glissante. Expérience insolite, mais c'est surtout ce qui se passe 1 heure après le coucher de soleil qu'on attend avec impatience. À 18h, des milliers de chauves-souris s'échappent de la grotte. On se retrouve parmi elles, c'est impressionnant. Le retour est tout aussi impressionnant puisqu'il n'y a aucune lumière et qu'on est à 30 minutes à pied de la ville. Heureusement, un tuk-tuk finit par passer par là et nous ramener.
Le lendemain, on va découvrir le site principal de la région, Semouk Champé, une enfilade de piscines naturelles turquoises en plein cœur de la jungle. Avec du recul, c'est une de mes journées préférées du séjour, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, le transport pour y aller est une aventure en soi. La journée commence par une exploration des grottes Marias. On s'enfonce dans ce réseau souterrain en s'éclairant à la bougie et lampe frontale. On a parfois de l'eau jusqu'à la taille et on doit nager, grimper, sauter pour visiter les grottes. Incroyable. La suite aura lieu dans la lagune au cœur de la jungle. Le lendemain matin, on se retrouve sur la route de Flores en plein milieu du Guatemala dans un bus blindé. Trajet initial de 8 heures qui va très vite prendre du retard. On est à l'arrêt complet pendant 1 heure. Que se passe-t-il, me demanderez-vous? Très simple. Il y a une rivière mais pas de pont. Les véhicules doivent traverser sur un radeau et je peux vous dire qu'on n'est pas les seuls sur le coup. On finit par arriver à Flores, une ville minuscule logée sur une île au nord du Guatemala. Elle est la porte d'entrée du monde maya guatémaltèque. Ici, il règne une douceur de vivre sans égale, où touristes et locaux cohabitent pour les vacances. Les maisons colorées, le lac Petén qui déborde dans les rues, et les restaurants à profusion. Tout donne envie de s'y installer et d'y rester. Mais il faut traverser pour découvrir des villages encore plus authentiques. On part à la recherche d'un point de vue et d'une plage qu'on va prendre des heures à trouver tellement on se perd. Ça, c'est une route, du coup. C'est donc le 4e chemin que nous faisons, qui n'est toujours pas le bon. Clairement, on s'attendait pas à ça pour la plage, mais ceci dit, on passe un super moment. On rentre vite avant la tempête qui s'annonce. De toute façon, il ne faut pas tarder car le lendemain, on s'apprête à explorer les ruines mayas de Yaxcha. Situé à 1h30 de Flores, ce site archéologique est encore très peu touristique. Bienvenue à Yaxcha, en plein milieu de la jungle guatémaltèque. On est arrivé un peu tard, vers 15h, et on est là aussi pour voir le coucher de soleil, qui apparemment est magnifique. Mais là, vu que c'est couvert, je sais pas du tout si on va voir quelque chose, mais on a l'habitude. C'est un peu la malédiction du voyage. Ce qu'il y a derrière, c'est assez incroyable, c'est que la plupart des bâtiments sont encore sous une couche de végétation. Et pourquoi on les a laissés là, c'est pour les protéger. Puisqu'en fait, ils n'ont pas encore les moyens de déblayer tout le terrain, de faire les fouilles archéologiques nécessaires. Et du coup, pour protéger les bâtiments et les édifices, ils les laissent encore sous la végétation. Mais il y a déjà des bâtiments qui sont visibles et c'est absolument magnifique. Entre temple enseveli et Saint-Hurleur, cette exploration nous propulse plus d'1 millénaire en arrière. De retour à Flores, on se met en quête de ce qu'on va pouvoir manger le plus rapidement possible. Car la nuit va être très courte, on doit se lever à 2h du matin pour aller à Tikal. Très light. Il y a plus de sauce que de garniture, mais ça va. Tikal, c'est le site maya le plus connu du Guatemala. On dit même que c'était la capitale du monde maya. On décide de payer plus cher pour y aller avant l'ouverture au public, pour éviter le monde et surtout voir le lever du soleil. 2h30 du matin, on attend le bus. 4h30, on arrive à l'entrée. On va alors traverser le parc dans la nuit et le silence le plus complet. De temps en temps, certaines ombres immenses se détachent du ciel noir. Expérience hors du temps. On nous fait ensuite grimper sur un temple pour y attendre le lever du soleil. Certains guides ont une lampe frontale tellement puissante qu'ils arrivent à éclairer le temple d'en face. L'iconique temple du jaguar apparaît par intermittence devant nos yeux ébahis. Autour de nous, la jungle se réveille petit à petit. Malheureusement, une fois n'est pas coutume, le ciel ne va pas se dégager. Mais tant pis, on commence l'exploration avec un guide. De gigantesques temples sont disséminés dans une jungle épaisse où singes coatissent et perroquets cohabitent. On se sent tout petit face à cette immensité et cette culture si mystérieuse qui n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets.
Il restaure les temples à la main. Voilà, là il y a un mec. Il enlève les feuilles une à une avec sa petite échelle. Là aussi. Là aussi. Aucun respect, voilà. Le moustique m'a piqué. Sur le front, il n'y a plus aucun respect. C'est ridicule. On dirait que j'ai une corne qui pousse. En plus, ça fait genre 5-6 heures qu'on est debout. On commence à être un peu fatigué, on peut se le dire, ouais. Car se lever à 2 heures du matin, ça fait comme si on avait passé une journée entière quasiment. Après une très longue sieste, on profite de Flores une dernière fois. Bon, il est temps de changer de pays, direction le Belize. Nous devons rejoindre Quicolqueur, une île en plein milieu des Caraïbes. C'est reparti pour 8 heures de bus, entrecoupées par le fameux passage de frontière que nous devons traverser à pied. Tout de suite, on est frappé par la différence entre le Guatemala et le Belize qui nous paraît beaucoup plus pauvre. Mais on s'arrête à Belize City uniquement pour prendre le bateau. Et puis là, comme si le ciel voulait nous indiquer que nous étions bien arrivés sur une île paradisiaque, il a commencé à faire beau. Premier repas au Belize. Ce village aux maisons en bois coloré semble avoir été construit directement sur la plage. Ici, ne rien faire est un art de vivre. Tout le monde vous le dira, go slow. C'est peut-être pour ça que les voitures sont interdites et qu'on tombe sur un transat à chaque coin de rue. Mais vous savez ce qu'il y a de plus incroyable sur cette île ? Ces fonds marins. On choisit une agence, notre matériel, j'essaie d'oublier que j'ai le mal de mer et on part pour une journée incroyable dans les Caraïbes. Dans les profondeurs béliziennes, vous pourrez dénicher le fameux lamentin ou vache des mers pour les intimes. Mais aussi parcourir la 2e plus grande barrière de corail au monde. La faune est exceptionnelle, on croise des tortues et des raies aussi. Mais même si j'ai l'air en forme sur cette vidéo, mon mal de mer prend de l'ampleur et va me torturer jusqu'à la fin de la journée. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de nous émerveiller devant les dizaines de requins qui nous entourent. Nous vivons une expérience absolument magique, mais au bout de 5 heures, on a tellement le mal de mer que la sortie en bateau se transforme en épreuve de Koh-Lanta. Remettre les pieds sur terre devient notre seule et unique obsession. Il va nous falloir des heures pour nous en remettre. Ça va pas. Le soir venu, on assiste à un coucher de soleil incroyable qui nous rappelle à quel point on est chanceuse de pouvoir vivre ce genre de moment. Ouais, je pense qu'on est chez lui, hein. Donc là, on se retrouve à manger du homard. C'est délicieux. Vraiment, super bon. C'est délicieux. On vient de nous proposer de la drogue. Il y a un mec qui est arrivé vers nous, il a marché à côté discrètement et il a fait $20 cocaine mushrooms. Très drôle. La matinée suivante va être beaucoup moins drôle. On doit trouver comment rejoindre le Guatemala, mais impossible de trouver la moindre information. En 24 heures, on doit prendre un bateau pour retourner à Belize City, faire 8 heures de bus jusqu'à Punta Gorda, où on doit reprendre un bateau pour traverser la frontière. Problème, on ne trouve pas les horaires de bateau à Punta Gorda. On commence à se rendre compte que vouloir faire le voyage en une journée est impossible. On va chercher des infos dans la ville afin de savoir quels sont les horaires de bateau. Car rien n'est écrit sur internet, rien du tout. Du coup, on n'a aucune idée de comment rejoindre le Guatemala. Voilà, c'est super. C'est super et ça fait 2 heures qu'on est sur le dos là, regarde. Elle est contente elle aussi. On est dans la merde, voilà. Personne ne sait les horaires des bateaux et disent qu'il faut aller là-bas pour voir. Voilà. Sauf que si on va là-bas et qu'on voit qu'il n'y a pas de bateau, on est bloqué sur place quoi. Bon, résultat, on va rester plus longtemps au Belize. On va faire un petit stop à Punta Gorda qui est un port pas du tout connu et pas très touristique, mais c'est pas grave, découvrons le Belize autrement. Du coup on a réussi à annuler la nuit qu'on avait prise en plus à Livingstone. Je suis super malade, je sais pas si ça s'entend, c'est vraiment... je suis toujours malade pour l'anniversaire apparemment. Car oui, c'est mon anniversaire et je suis encore malade. Mais tant pis, on va quand même se balader sur l'île. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un restaurant qui nourrit des raies. Alors là c'est lunaire, elles se retrouvent toutes à la même heure pour le dîner et viennent si près de nous qu'on peut les toucher.
Le lendemain, départ pour Punta Gorda, cette petite ville portuaire au sud du Belize, dont le nom ressemble à une insulte en espagnol. Mais on fait l'erreur de croire qu'on pourra payer le bus par carte bleue, et évidemment, ils ne prennent que le cash, sauf qu'on n'en a pas assez. Le bus partant dans 10 minutes, on n'a pas le temps de retirer. S'ensuit un stress monumental et des négociations intenses jusqu'à ce que la guichetière, à la dernière seconde, nous laisse monter dans le bus, même si on n'a pas tout payé. Merci madame. On traverse des paysages complètement fous pendant 8 heures. Et comme d'hab, pas de poste-toilette, je ne bois donc pas d'eau pendant tout le trajet, alors qu'il fait 35 degrés. Mais bon, c'est ça les transports locaux. Le bus nous lâche en pleine nuit à Punta Gorda. Et là, trouver l'hôtel sans internet, alors qu'aucun nom de rue n'est indiqué, relève d'une mission de Pékin Express. On est où, Clémence? À West Street. On est perdu surtout. On s'est perdu. On erre dans les rues jusqu'à tomber sur une maison qui ressemble très fortement à l'hôtel qu'on a réservé. Alors c'est déjà bien, mais il n'y a personne. Heureusement, le bâtiment d'à côté, que j'ai pris pour une prison, est en fait un restaurant où une dame trop gentille appelle pour nous. C'est la journée des galères aujourd'hui, Maëva. Ouais. Mais là, en vrai, on arrive en avance, heureusement. Ça va à 21h, le mec, il va dormir. Les catastrophes continuent. On nous passe gentiment les clés pour fermer ce magnifique appartement. Malheureusement, on a oublié les clés dans l'autre appartement qui est fermé. C'est là où on a dû remplir les infos pour booker la chambre et payer, etc. Et malheureusement, en remplissant, j'ai laissé les clés, la fille a fermé la porte et elle est partie. Et déjà, elle n'était pas très contente de venir ici au début, genre pas du tout, puisqu'il est quand même assez tard. Et là, on a dû la rappeler alors qu'elle est rentrée chez elle à vélo pour lui dire bonjour, on est vraiment très très conne. Et on a réoublié les clés, on a oublié les clés dans la pièce fermée. Voilà. Allez, on perd pas espoir, voyons ce que Punta Gorda nous réserve pour la suite. Bon, c'est pas grave. On va se balader dans cette charmante ville et découvrir l'attraction de la région, cette horloge bleue. Big Ben n'a qu'à bien se tenir. Tu veux que je fasse... Tu sais comment ils font les gens comme ça. Ça bouge à droite. Ah oui, là... Ah, c'est super! On réussit à réserver notre place dans le bateau qui nous ramène au Guatemala. Et alors là, au vu du bateau, on veut pas refaire les mêmes erreurs, on prend un médicament pour le mal de mer. Puis, vu la météo, on n'est pas dans des conditions idéales, disons. On s'endort toutes les deux pendant la traversée sans savoir si c'est la fatigue ou le médicament. Et enfin, nous revoilà sur le sol guatémaltèque. Bienvenue à Livingstone, un village caché dans la jungle accessible uniquement par bateau. C'est la dernière étape de notre voyage et pas des moindres. Difficile de ne pas tomber amoureuse de ce lieu si spécial habité par les Garifunas, des métis originaires d'Afrique et des Caraïbes. La vie est douce, paisible et surtout isolée du monde car aucune route n'en entre ni n'en sort. Dès notre arrivée, on se promène au coucher de soleil le long de la côte à observer les oiseaux. Le lendemain, on se lance dans notre dernière aventure. On a entendu parler de cascades turquoises au milieu de la jungle qu'on appelle la Siete Altares. On décide de nous y rendre par nos propres moyens en longeant la plage. Et c'est vrai qu'on est pas mal à l'ombre des palmiers. On est seul et on n'a aucune idée de ce qu'on va voir. Malheureusement, les plages sont très polluées. On croise pas mal d'habitants qui s'évertuent à la nettoyer, mais le travail est titanesque. Ceci dit, ça ne nous empêche pas d'apprécier la balade. Sauf qu'au bout d'un moment, on se retrouve coincé dans notre avancée. Une entrée d'eau nous empêche de passer de l'autre côté. Par chance, au bout de longues minutes, quelqu'un arrive. Comment on traverse? Ce monsieur va-t-il nous donner une explication? Non mais là il y a beaucoup de profondeur. Voyons jusqu'à où il a pied là. Ni une ni deux, on enlève nos chaussures et on va copier notre sauveur. Mission réussie. La suite est encore plus belle, des plages étroites et surtout des oiseaux de partout. On touche enfin notre but du doigt. Mais il reste une épreuve, remonter 6 cascades à pied pour accéder à la dernière, la plus belle.
et je peux vous assurer que ça glissait énormément. On nous a pas menti, on arrive dans un véritable havre de paix. Sur le retour, on tombe face au boss final, un énorme dindon qui nous barre le chemin, et sur le côté, un chien pas très commode. On va tenter de contourner le dindon et le chien. C'est super dur. Putain, en fait, il nous suit. Il nous suit, ouais. Ok, c'est une peur un peu irrationnelle, mais qui va nous bloquer pendant plus de 10 minutes. Autre tentative côté chien. Update. On s'en est sortis. Le soleil se couchant, on a l'idée de louer un bateau pour aller le voir depuis la rivière. On a voulu faire un tour au coucher du soleil en bateau. Ça fait 30 minutes qu'on attend le mec. On n'est pas sûr qu'il vienne. Et le soleil se couche. Et le soleil se couche. Donc je pense qu'on va voir le coucher de soleil sous ce porche magnifique. Pas mal ceci. C'est un beau porche, ouais. C'est un beau porche. Au bout d'une heure, on abandonne la mission et on s'en va. Sauf que timing de dingue, le capitaine arrive 1 minute après qu'on soit parti et nous rattrape en courant dans la rue. Sauf que le bateau a pris l'eau. Un sketch. Vivons un sketch. Bon, on part enfin et je dois dire qu'on n'était pas prête à assister à un coucher de soleil aussi incroyable. On rentre dans le noir le plus complet, sous les étoiles. Le matin suivant, Maëva me réveille à 5h du mat pour une raison que j'ignore encore. Ça va? C'est l'heure de partir. Attends, je mets juste un short parce qu'il va être rempli. Ok, à toutes. C'est sacrément dur, mais ça vaut le coup. Après le coucher de soleil de dingue, découvrez le lever de soleil de fou furieux. Voilà la personne qui m'a forcé à me lever. It was just two lovers sitting in the car, listening to blog, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Tu me Just sens. go from my mother. Ça finit cette photo? Like where you at tonight? No alibi. I Je was sens une all enfant. alone with the love of my life. She's got glitter for Pas mal, hein? skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on n'hésite pas à s'abonner, ça fait toujours plaisir. Salut!